soit à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien en ce 7 mai 2025. De notre côté, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver chaque mercredi en direct de la station régionale d'Oran de 8h à 9h30 avec notre humble équipe technique pour vous servir durant 1h30 de programme qui, je l'espère, sera à la hauteur de vos attentes. Programme un peu particulier aujourd'hui, étant donné que nous sommes à la veille de la commémoration du 80e anniversaire des massacres du 8 mai 1945, des massacres qui ont eu lieu à Stef Galma et Kharrata, une période, une page sombre de la mémoire nationale. Et pour en parler précisément, pour préparer un peu le terrain pour demain, nous aurons le plaisir de recevoir Maître Jamila Sabar, avocate près la Cour d'Oran, pour nous parler du droit humanitaire international. On passera ensuite au volet santé avec une maladie assez rare, une maladie qui a déjà fait plus d'une centaine de victimes en Algérie. Enfants, adolescents et jeunes adultes, ils luttent en silence contre cette maladie silencieuse, rare et terriblement dangereuse, la mucoviscidose. On passera ensuite au volet innovation avec une grande fierté pour la wilaya d'Oran, un jeune porteur de projet, créateur d'une application qui a déjà plus de 70 000 téléchargements avec une note de 4,7 sur 5, une application destinée aux bacheliers, notamment pour les révisions du bac. L'application se nomme Réussir le bac. Nous aurons plaisir de le recevoir dans un tout petit moment pour en parler plus en détail. Et on fera à la fin un petit crochet cinéma, bien évidemment, avec la grande diffusion nationale télévisuelle demain d'un film dont je vous laisse la surprise, un film qui sera diffusé sur l'ensemble des 9 chaînes de l'établissement public de télévision. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. J'espère que vous serez nombreuses et nombreux à nous suivre. Sans plus tarder, nous allons commencer tout de suite avec notre premier plateau. Mais avant, et comme à l'accoutumée, on vous laisse savourer un peu une petite douceur musicale, histoire de vous mettre un peu dans le bain. Et on se retrouve juste après pour commencer. A tout de suite. إحساس حبك حكاية يا للناس انت رواية كلك إحساس انت رواية حبك حكاية انت رواية حبك حكاية حبك حكاية
كيفاش ننساك ابن البشر انتي القمر في ليلة السمر كيفاش ننساك يا ابن البشر انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك De retour au plateau, mesdames et messieurs, avec notre premier sujet, comme je vous l'ai dit, un sujet dédié principalement à l'arsenal juridique pour éviter des catastrophes, pour éviter le pire, comme par exemple les catastrophes du 8 mai 1945. Et c'est avec notre premier invité, Maître Jamila Sabr. Maître, marhaba bik. Merci beaucoup. Salam alaikum, bonjour. C'est toujours un réel plaisir de vous recevoir, comme à chaque fois d'ailleurs. Cette fois, ça a été, ça a été programmé dans un laps de temps assez court. Donc déjà, merci beaucoup d'avoir quand même répondu C'est avec un réel plaisir et on est au service de la télévision algérienne et au service du téléspectateur algérien, qu'il soit à l'intérieur du pays ou expatrié. Oui. Merci beaucoup à vous. Et vous êtes aujourd'hui là pour parler cette fois d'un sujet assez sensible, notamment le droit humanitaire international. Tout à fait. Nous commémorons demain donc, le 80e anniversaire des massacres du mai 45. Pour donner une idée à nos chers téléspectateurs aujourd'hui, qu'est-ce que le droit humanitaire international? Tout à fait. Donc, de toutes les manières, à chaque anniversaire, à chaque commémoration, on est habité par des sentiments de tristesse, de colère aussi, hein, oui. Parce que les génocidaires, ils sont toujours impunis et tout ça. Oui. Donc voilà, le droit humanitaire international, c'est une branche du droit international, carrément. Donc c'est un droit qui est consacré particulièrement à tout ce qui est conflit armé, guerre, oui. Donc tout ce qui n'est pas en temps de paix. Donc en temps de paix, il y a le droit international tout court, mais en temps de guerre, de conflit armé, d'agression, c'est-à-dire et tout ça, donc il y a ce qu'on appelle le droit international humanitaire. Donc d'où vient ce droit? J'ai donné déjà des explications dans d'autres émissions donc auparavant, mais je réitère, il n'y a aucun problème. Donc la naissance de ce droit international humanitaire, ce qu'on appelle le DIH. Donc bon, eux ils disent que c'est eux qui ont créé ce droit. Non, c'est pas vrai. Ce droit, il a des racines et des origines bien anciennes. Donc c'est venu déjà du premier juriste au monde, qui est le roi Hammurabi. Donc c'était le premier qui avait gravé sur une stèle, voilà, en granit. Et cette stèle, elle est au niveau d'un musée en France. Hein. Oui. Voilà, la France, elle a pris tous les trucs de patrimoine et tout ça, et elle les a exposés au niveau de ces musées et tout ça. Oui, notamment entre autres les nôtres, voilà. Comme le canon aussi de Merzoug. Tout à fait, tout. Même les crânes, ils ne les ont pas ratés. Oui, voilà. Exactement. Donc, voilà, ils ne ratent rien. Ils savent que voler, prendre et tout ça. Ouais. Voilà, donc ça a commencé par le roi Hammurabi. Donc il était question de protéger donc les prisonniers de guerre, donc les blessés de guerre, les civils et tout ça. Ensuite, il y a eu l'avènement de l'islam. Oui. Donc vous savez que le Coran, il englobe tout ça, il parle de ça avec le prophète, que le salut soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il parlait, donc le Ghazawat et tout ça, donc il parlait des droits des prisonniers de guerre et tout ça. Et ça a été donc eux, c'est-à-dire c'est un Suisse qui est parti en Italie, qui a vu qu'il y avait une guerre, et il a vu des blessés, il est parti, il a fait une ébauche là pour le droit international humanitaire, et de là il y a eu donc pour eux il y a eu la naissance, mais c'est-à-dire ils ont repris ce qui a été déjà fait, et de là. Donc alors quand on parle du 8 mai 45, on revient.
Donc, bon, pour le droit international humanitaire, il y a eu ce qu'on appelle la Convention de Genève. Mais la Convention de Genève, il n'y a pas une seule convention, il y a 4 conventions. Oui. Parce que juste après, il y a eu ce qu'on appelle les protocoles additifs. Oui. Donc, tout ce qui est pour protection. Et si je ne me trompe pas, la première convention de Genève a été effectuée en 1949, c'est ça? Tout à fait. Donc ça a été après les Après. événements du mai. Tout à Est-ce que fait. c'est le fait que les événements ont eu lieu avant la Convention de Genève fait en sorte que ça complique un peu la reconnaissance juridique aujourd'hui de ces massacres? Non, non, pas du tout. Non, parce qu'il n'y a pas de prescription pour les crimes de guerre, les génocides et tout ça. La preuve, on a vu, la Cour pénale internationale, le tribunal pénal international aussi, ils ont jugé des gens de 20 ans, 30 ans après. Oui. On a vu les Juifs, ils persécutent jusqu'à présent les Allemands Les nazis criminels de et tout guerre, ça oui, il y a jusqu'à eu le là. jugement de Nuremberg, par Tout exemple, à après la fait. Deuxième Guerre mondiale. Tout à effectivement. fait. Donc, Ouais, donc pourquoi ils traquent? Ils les traquent carrément. Oui, Jusqu'à présent, après je ne sais pas combien d'années, donc il n'y a pas de prescription carrément. Donc pourquoi? Non, non, des fois on ferme quand il s'agit d'un pays colonisé, musulman et tout ça, donc on ferme les yeux. Oui. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a eu pour le 8 mai 45? Il y a eu, la France avait déjà peur, hein, déjà, parce que les Algériens commençaient à s'unir, à se préparer. Il y a eu, on avait parlé juste avant l'émission du manifeste de la liberté, donc dont il y avait qui a pu avoir 600 000 d'adhérents. Oui. Et ça a créé une unité nationale. Et cette unité a toujours fait peur à la France et elle lui fait peur jusqu'à présent. Hein. Oui. Donc, et c'est sa carte pour diviser le peuple algérien. Donc elle joue sur les identités et tout ça. Parce que tant que le peuple algérien est uni, la France est foutue. Donc même la France actuelle, hein, qu'elle soit coloniale ou actuelle. Alors de là, la France coloniale commençait à avoir peur. Et comme les Algériens, elle leur a promis, c'est-à-dire en les mobilisant pour aller combattre. C'est les Algériens qui ont combattu pour la France à l'époque. Sinon, les Allemands, ils les auraient écrasés. Hein. Donc ensuite, il y a eu ce qu'on appelle l'armistice. Donc, c'est quoi l'armistice? C'est-à-dire, après, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une entente, une convention entre le vainqueur et les vaincus. Oui. Donc, pour une période de paix et tout ça. Donc les Algériens, ils ont vu ça, donc ils se disent c'est bon, on va avoir notre indépendance. Exactement. Ils sont sortis, donc ils voulaient fêter ça. Le drapeau national. Alors voilà, donc c'est là où ça a commencé, surtout à Sétif, Kharrata également. Ouais. Voilà, donc ça. Alors ce qu'ils ont fait, ce que la France coloniale a fait à cette époque-là, vous savez qu'ils ont tiré, c'est-à-dire, tout va, oui. tout à fait, qu'après les corps, il les brûlait dans des fours à chaud. Oui. Voilà. Après, ensuite, il y avait des charniers. Ensuite, d'autres corps. Ils étaient tellement nombreux. D'autres corps, ils les jetaient dans les ouettes aussi. Donc, les autres, ils mettaient des fosses communes. Il y avait des charniers. Ils les ont torturés. C'était un vrai génocide. C'est une répression barbare. Ouais. Voilà, Ouais. c'était très barbare. Ouais. Alors, rien que ça. Ensuite, alors il y avait un journaliste, je me rappelle, français, donc il a dit pourquoi la France reste silencieuse sur les massacres du 8 mai 45. À l'époque, personne n'a parlé, aucun pays étranger. Même la aussi. presse de l'époque. Voilà, personne À n'a part parlé. certains intellectuels Tout à fait. qui se sont levés par la Voilà. presse. Donc, alors, avec un tel massacre, là, on revient au droit international humanitaire. Donc, le droit, il interdit, donc, il qualifie ça de génocide, De crimes de guerre. crime de guerre, Crime contre l'humanité aussi. crime contre l'humanité. Et il y a une quatrième branche, c'est crime d'agression qui a été rajoutée. Oui. Donc, là, on voit que toute la panoplie des crimes contre l'humanité et de guerre et de génocide et tout ça, dont parle le droit international humanitaire, sont applicables sur la France coloniale. Oui. Donc là, moi ce que j'arrive pas à comprendre, pourquoi les ayants droit et les parents des victimes n'ont jamais poursuivi en justice la République française. Il est temps. Moi, je comprends pas. Allez-y devant la Cour pénale internationale, allez-y devant le tribunal pénal international, poursuivez-les. Et vous demandez des dommagements aussi, et une reconnaissance aussi. Oui. Donc, si la France ne veut pas reconnaître ces crimes et tout ça, on va l'obliger à les reconnaître. Exactement. Voilà. Là-dessus, j'ai une question. Quelle est la différence entre une reconnaissance politique et une reconnaissance juridique en droit international?
Bon, politique, donc c'est politique. Donc c'est pour une période, il y a une équipe, c'est-à-dire un gouvernement ou une république qui reconnaît et tout ça. Mais juridique, c'est des arrêts. C'est des jugements, des arrêts. C'est des, Ça reste pour la vie. des dédommagements aussi aux familles Oui, des très victimes, lourd, etc. Oui. très lourd. C'est Oui. de ça déjà, c'est de ça qu'a peur la France aussi. En plus, elle a peur aussi devant ces nouvelles générations aussi de montrer que la France, elle est entachée, elle a les mains entachées de sang et elle a commis des crimes barbares, inouïs, hein, d'une brutalité inouïe Oui, et tout une ça. brutalité sans nom, oui. En plus, elle ne s'est pas limitée à massacrer les Algériens, elle a essayé d'effacer leur culture, leur identité, tout ce Une épuration ethnique. une épuration technique pure et simple, Oui. c'est-à-dire et diviser les Algériens aussi, parce qu'on sait que les Algériens, et c'est une composante de plusieurs ethnies, de plusieurs, ils ont une histoire très riche et très composée aussi. Donc elle a la France coloniale et la France actuelle essaye de jouer sur ça. Elle a essayé, ça n'a pas marché à l'époque. Les Algériens ont tenu, sont restés unis, donc ils ont eu leur indépendance. Elle revient à la charge maintenant, une fois que l'Algérie est indépendante et tout. Elle joue sur ça, donc sur l'unité du pays. Ben, bon, maintenant, elle ne peut pas massacrer les gens. Oui. Donc elle joue sur l'unité, carrément. Et ça, c'est un crime plus odieux que C'est une autre d'assassiner forme de guerre. quelqu'un. Tout à fait. Oui. Très. Parce que, écoutez, jouer sur votre identité, c'est-à-dire votre race, votre ethnie et tout ça, et essayer de vous diviser aussi. Ça, c'est très, très grave. Diviser. Et nous, l'intégrité du territoire national et tout ça, c'est très important. C'est un truc qui fait partie de la constitution algérienne, de nos fondements, de la République algérienne. Oui. Voilà. Maître Sabar, une question que je voulais vous poser pour placer un peu le droit humanitaire international dans le contexte actuel, notamment avec tout ce qui se passe à Gaza. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le DHI, pour simplifier, est adapté aujourd'hui aux conflits modernes souvent asymétriques? Tout à fait. Je l'avais déjà dit quand les événements de Gaza, les massacres et tout ça ont commencé. Oui. J'ai dit ce qui s'est passé déjà en Algérie à l'époque du colonialisme français, il est en train, l'antisionisme est en train de l'appliquer sur les Gazaouis et les Palestiniens, surtout sur les Gazaouis. Donc ça s'applique. Moi, ce que je dis, c'est pour ça. Même, je l'avais dit, j'avais lancé un appel. Et tout ça, j'ai dit, il faut que les Palestiniens archivent tout. Et archive, il faut pas archiver au niveau des micros, parce qu'ils peuvent d'un clic tout effacer. Oui, tout pirater. Voilà, Absolument. on les a vus hein, avec les bips et tout ça. Donc archiver tout et commencer à déposer plainte. Et je me rappelle, juste après, il y a eu, et ça m'a beaucoup touché, il y a eu le gouvernement algérien quand même qui a diligenté une équipe d'avocats et tout ça, qui ont, c'est-à-dire esté en justice l'antisionisme au nom de Palestiniens et tout ça. Donc là, il faut les bombarder. Vous savez, donc, c'est-à-dire il y a plus de plaintes, ça va l'écraser. Et même leur image devant l'opinion internationale va être ternie aussi. Oui. Donc, il faut même les Algériens. Alors, pour par exemple, les enfumades dans l'ouest algérien, pour les essais nucléaires, vous savez, vous pouvez poursuivre pour la République française pour le restant de sa vie. Oui. Voilà. Alors, allez-y, déposez des plaintes au niveau de la Cour pénale internationale, au niveau du tribunal. Ne vous laissez pas faire, demandez vos droits. Et j'espère, moi, ce que j'espère du président de la République, qu'il légifère une loi incriminant les massacres et les crimes de la France coloniale. Absolument. Voilà, il est primordial. Pour revenir un peu à l'exemple palestinien, qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'est-ce qui provoque aujourd'hui ce mutisme de la communauté internationale par rapport aux atrocités qui se passent, alors que la Cour pénale internationale avait émis officiellement un mandat d'arrêt contre le criminel de guerre Netanyahou, et qui reste aujourd'hui encore reçu dans certains pays qui ont l'obligation de l'arrêter? Tout à fait, ils ne l'ont pas fait, parce que c'est des intérêts économiques. Ils ont des intérêts aussi, donc ils privilègent aussi, parce qu'on reste toujours. Eux, c'est une guerre, ils disent non, c'est pas. Ils se disent laïcs et tout ça, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire, tant que ça reste un pays musulman, un pays, c'est-à-dire qui ne fait pas partie de leur, c'est-à-dire européen ou américain et tout, c'est-à-dire, c'est le dernier de leurs soucis. C'est-à-dire, il y a des intérêts économiques, c'est ça, il y a ethniques aussi.
Voilà, donc ils préfèrent. C'est-à-dire, cette race-là les dérange en quelque sorte. Oui. Eux, ils préfèrent avoir même mis sur toute la planète, c'est-à-dire eux-mêmes, par leur race et tout ça. C'est-à-dire, nous, on les dérange en quelque sorte. Oui. On est comme si là, alors ils veulent spolier. C'est-à-dire, ils ont commencé par le colonialisme. Oui. Maintenant, il y a ce qu'on voit, le néocolonialisme. C'est-à-dire, ils essayent de vous attaquer sur le plan culturel, ils touchent la société, à chaque fois, ils injectent des gens au niveau de la société pour débaucher la société en quelque sorte, pour les désorienter de leur culture, de leurs racines et tout ça. Oui, Donc, un déracinement ils faussent l'histoire aussi. Oui. Il y a ce qu'on appelle, on avait parlé aussi du mémoricide. Tout à fait. Voilà. Si c'est possible de nous donner un peu d'idée sur Alors, ce nouveau concept. Tout à fait, un nouveau concept. Oui. Donc, ils essayent. C'est nouveau. À chaque fois, on arrive. Il y a beaucoup de chercheurs quand même qui ont une probité morale. Oui. Et qui sont contre ce que leur république font ou leur royaume ou leur. Alors le mémoricide, donc c'est un nouveau concept. Donc on n'a pas encore arrêté sa qualification juridique. Donc elle est toujours. Alors le mémoricide, c'est un nouveau genre de colonialisme ou d'agression, c'est-à-dire en quelque sorte culturelle. C'est-à-dire on essaie d'effacer la culture et les appartenances, c'est-à-dire ethniques et tout ça, d'une population ou d'une race. C'est un lavage de cerveau. Tout à fait. C'est-à-dire là, tu n'es plus, par exemple, pour nous, on l'a vu, ils sont injectés au niveau des réseaux sociaux, au niveau des pseudo-bourses internationales, au niveau pseudo-séminaires, centres culturels et tout ça. Donc ils essayent. C'est-à-dire, mais c'est ça, il y a beaucoup de psychologie, c'est bien travaillé, hein, ils le font. Hein. Et il y a des gens faibles qui vont, donc ils tombent dans leur piège. Et on l'a vu, il y en a beaucoup. Hein, donc, parce qu'on l'a vu du jour au lendemain, des gens qui sortent, ils disent, moi, voilà, non, c'est ça. Ils se remettent en question, voilà. Donc, le mémoricide est plus dangereux que les massacres à balles réelles et tout ça. C'est la suppression de la mémoire. Tout à fait, carrément. Donc, c'est pour ça, c'est-à-dire, ils veulent plus vous laisser une mémoire. Oui. Parce que nous, on a une mémoire collective et ancestrale aussi. Oui. Voilà. Donc, eux, ils s'attaquent à ça. Vous voyez, c'est-à-dire, à chaque fois, ils changent de méthode. Ça ne marche pas maintenant, c'est trop. C'est-à-dire, quand on agresse et tout ça, on colonise. C'est trop voyant et tout ça. Donc, on passe à autre chose plus simple, plus doux et inaperçu. Voilà, jusqu'à ce qu'on se réveille, on va retrouver des générations qui vont monter, qui n'ont rien à voir avec leur mémoire ancestrale, avec leur origine, leur culture et tout ça. Donc ils essayent de désintégrer carrément cette société, carrément. Voilà, c'est ce que font pour l'Algérie. Oui. Ouais. Énormément. Et moi, à chaque fois, je le dis, je remarque, je vois, et tout ça, je vois au niveau des centres culturels, je dis attention, attention. Et le plus grave, moi, j'ai vu des associations de femmes intellectuelles, entre guillemets, qui sont en relation étroite avec ces centres culturels. Ils ramènent énormément de jeunes, de femmes, d'universitaires. Et tout ça. Et personne ne réagit et tout ça. Oui. Donc là, sous la coupe, là, c'est un échange culturel. Non, je suis désolée. Oui. Y a pas, avec eux, il n'y a pas d'échange culturel. Oui. Vous arrêtez, on a notre culture, on regarde de loin et tout ça, mais laissez nos jeunes, laissez nos cadres de côté, tranquilles. Exactement. Voilà. Une dernière question, brièvement, pour finir, Maître Sabel. Est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui, voire primordial, de renforcer davantage notre arsenal juridique pour la préservation justement de cette mémoire? Tout à fait, énormément. C'est pour ça que moi j'ai dit, je fais appel au président de la République. Déjà, il faut légiférer une loi pour incriminer les massacres, les génocides, tout ce qui a été fait. Et on demande réparation. Voilà. Donc il y a un travail énorme à faire. Hein. Donc en plus, il faut aussi légiférer une loi concernant le mémoricide, spécialement pour le mémoricide. Nous, on reste au service de l'État algérien. C'est-à-dire, si on fait appel à nous, on est là, on les aide et tout ça. On donne, c'est-à-dire, on fait nos rapports, on donne nos avis, nos idées. Donc, une loi spécialement pour le... Elle est très importante. Elle est primordiale et elle doit être imminente. Parce que sinon, ils vont faire ce qu'ils veulent de nos jeunes, parce qu'ils sont faibles, ils ne sont pas bien préparés. Aussi.
très influençable par l'Europe, par l'Amérique, par tout ça. Exactement. Donc il faut faire très attention, il faut légiférer des lois et tout ça. J'ai vu que quand même le législateur algérien, sous la coupe du président de la République bien sûr, donc ça a commencé à bouger ces derniers temps. Parce qu'ils ont lâché le laisse donc ces derniers temps, mais ça va, ils ont vu qu'il y a eu un débordement Oui. quand même sur le plan moral. Et tout ça, donc, oui. et donc il y a eu, ils ont repris donc alors maintenant ça a commencé. Alors j'espère que ça va se terminer, légiférer des lois. Il faut les barricader, les baliser carrément, voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, Merci à Maître vous. Sabar, pour cette précieuse contribution. Avec plaisir. Merci beaucoup. J'espère qu'on aura l'occasion de de vous revoir très très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, pour d'autres belles thématiques en Inch'Allah, rapport ya avec le Rabbi. droit international ou même le droit juridique Tout à algérien. fait, tout à fait. Merci beaucoup Merci à à vous. vous. Et Allah yarham shuhada, Allah yarhamha. une grande pensée pour notamment leur famille en à ces fait. circonstances. Étant donné que nous sommes Battez-vous, allez-y demander Oui. réparation de la République française. Effectivement, Voilà. effectivement. Et pour le rendre hommage, on vous laisse découvrir, chers téléspectateurs, une chanson patriotique, Tayara Safra, de Nadia Gerfi. On vous laisse apprécier et on se retrouve juste après. طيارة صفرا حبسي ما تضربيش طيارة صفرا حبسي ما تضربيش حبسي ما تضربيش عندي راس وخيل أمي ما تضنيش الله الله ربي يا رحيم الشهداء يا رحيم الشهداء ضيف اللي جانا يكركر في البرنوس ضيف اللي جانا ويكركر في البرنوس يكركر في البرنوس هو السيعمير وشانا يا ما عرفتوش الله الله ربي يا رحيم الشهداء يا رحيم الشهداء إيه فرح بالدنيا وإذا طالت به فرح بالدنيا ولا طالت به ولا طالت به يحسبوا تفرى ويروح لماليه الله الله ربي يا رحيم الشهداء يا رحيم الشهداء
en hommage à nos valeureux martyrs, Allah yarham al-shuhada, une grande pensée pour eux et leurs familles, notamment en cette veille de la commémoration du 80e anniversaire des massacres du 8 mai 1945. On continue, mesdames et messieurs, avec notre deuxième plateau, un plateau santé qui va se consacrer à une maladie assez rare, comme je l'ai dit en début d'émission, la mucoviscidose, et c'est avec Dr Amel Ayed. Docteur Marhaba Bik, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation, de m'avoir permis aujourd'hui de parler de cette maladie. Tout le plaisir est pour nous. Alors déjà pour vous présenter, docteur, vous êtes maître assistante en pneumophysiologie au niveau du centre hospitalier universitaire d'Oran. Exactement. Marhaba Bik encore une fois. Merci à vous. Alors docteur, comme je l'ai dit, c'est une maladie assez rare qui touche environ une centaine de personnes en Algérie, la mucoviscidose. Comment on pourrait la présenter à nos chers téléspectateurs aujourd'hui? Alors, il faut savoir que c'est une maladie qui est d'abord chronique. C'est une maladie qui est héréditaire et qui est génétique. Très bien. Donc, comme son nom latin l'indique, mucoviscidose vient du mot mucus viscidus, qui veut dire quoi? Qui veut dire un mucus qui est dur ou bien qui est épais. Alors, pour comprendre un petit peu les choses, il faut comprendre que le mucus est une substance qui est présente naturellement dans notre organisme. Elle est là pour nous protéger, pour protéger le poumon, pour protéger le tube digestif. Et ce qui se passe dans la mucoviscidose, c'est que, comme j'ai dit, c'est une maladie génétique. Donc, il y a un problème au niveau d'un gène qu'on appelle le gène CFTR. Et cette anomalie génétique va faire que la composition de ce mucus-là va changer. Il va devenir épais, il va devenir collant. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce mucus-là, il va rester coincé au niveau des bronches, au niveau du poumon et même au niveau du tube digestif. Donc, les conséquences, c'est quoi? Un mucus qui reste coincé, il va faire des infections à répétition pulmonaire. Et qui dit infection à répétition pulmonaire dit bien sûr destruction à long terme du poumon. Et même au niveau du tube digestif, il ne va plus jouer son rôle, il va rester coincé au niveau des canaux du tube digestif et il ne va plus favoriser la digestion. Donc, ça, c'est pour comprendre un petit peu le mécanisme de cette maladie-là. C'est une maladie incurable? Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement curatif. Donc, tous les traitements qui existent aujourd'hui, on permet d'augmenter, si vous voulez, l'espérance de vie, qui était il y a 40 ans, qui ne dépassait pas les 10 ans. Donc actuellement, on arrive à 50-60 ans grâce à des nouvelles thérapeutiques et qui a permis autre chose aussi très importante, améliorer la qualité de vie de ces personnes-là. Donc que ces personnes-là puissent vivre comme les autres. Voilà, étudier, travailler, fonder une famille. Voilà, c'est très important. D'accord. Et en faisant des recherches, notamment lors de la préparation de ce plateau, je suis tombé sur une information, notamment la fibrose progressive. Oui. Est-ce qu'elle est inévitable, même avec les traitements actuels Les traitements actuels ont révolutionné la prise en charge de cette maladie. Qu'est-ce qu'ils ont permis? Ce qu'on appelle les modulateurs de la CFTR, de ce gène-là qui est responsable de cette maladie, c'est comme des mécaniciens. Ils ont permis de réparer les anomalies, les problèmes au niveau génétique. Donc si vous voulez, ils vont permettre à ces gènes-là de refonctionner. D'accord. Pas à 100%, à disons à 60% de leur capacité normale, et donc de changer tout le mécanisme de la maladie. Très bien. Et le test de dépistage néonatal aujourd'hui, est-ce qu'il est fiable à 100% dans le cas de la mucoviscidose? Oui, le dépistage néonatal se fait dans de nombreux pays. Il permet un diagnostic précoce. Pourquoi? Parce que plus tôt on diagnostique cette maladie, mieux c'est. Ça permet une prise en charge rapide de cette maladie parce que c'est une maladie qui peut se manifester par des signes ou par une symptomatologie parfois banale qui peut être confondue avec d'autres maladies. C'est ça la difficulté. Donc on trouve que c'est des malades qui peuvent traîner de spécialiste à spécialiste. Comme je vous ai dit, ça peut toucher de nombreux organes, mais essentiellement le poumon et le tube digestif. Oui, oui. Et donc on peut avoir un diagnostic retard. Diagnostic retard, ça veut dire difficulté de prise en charge ensuite. Donc il est préférable d'effectuer des tests de dépistage néonatal. Oui, exactement. Très bien. Et quels sont justement les premiers symptômes pour informer nos téléspectateurs? Voilà, donc en ce qui concerne le poumon, en ce qui concerne la symptomatologie respiratoire, donc vous avez un enfant généralement qui tousse, qui présente une toux chronique, et c'est une toux qui est grasse. Un enfant qui présente un essoufflement. Elle est incessante? Oui, c'est une toux qui est chronique. Tout le temps, il tousse. Voilà. Et vous avez un enfant qui présente un essoufflement, une gêne respiratoire, qui s'aggrave de façon progressive. Un enfant qui fait des infections, beaucoup d'infections, des infections à répétition. Il revient toujours pour des infections respiratoires.
On a un enfant qui mange bien mais qui ne grandit pas, il a des problèmes digestifs. Oui. Il a un ballonnement, il a des diarrhées. Et le signe le plus important qui est généralement rapporté par les parents et qui est vraiment pathognomonique de cette maladie, c'est ce qu'on appelle le goût salé de la peau. Généralement, c'est les parents qui rapportent que donc, lorsqu'ils embrassent leurs enfants, ils sentent le sel. C'est des enfants qui sentent le sel. On a une sueur qui est salée. Voilà. Ça, c'est un signe. C'est un signe voilà, de la maladie qui attire l'attention des professionnels de santé. Et même le diagnostic de cette maladie repose sur un test qu'on appelle le test de la sueur. Et ce test de la sueur, il consiste à quoi? Il consiste à, tout simplement, grâce à un dispositif, de provoquer une transpiration au niveau de la peau, de récolter cette sueur-là et de doser le sel. D'accord. Et on a un dosage de sel qui est anormalement élevé chez les patients qui sont atteints de mucoviscidose, qui confirme le diagnostic. C'est vrai que les symptômes de cette maladie peuvent être facilement mal interprétés par exemple, excusez-moi, attribués à d'autres formes de maladies, notamment comme l'asthme, par exemple, comme les insuffisances respiratoires. Aussi, j'aimerais revenir vers vous, avec vous, docteur Ayed, concernant une récente déclaration du président de l'Association nationale des patients atteints de mucoviscidose, Houssem Eddine Boubchiche, qui a tout récemment lancé un appel aux autorités concernant l'intégration de modulateurs CFTR. Exactement. Vous l'avez abordé brièvement au début, mais j'aimerais bien qu'on s'attarde un peu. Le traitement avant l'avènement de ces molécules-là, de ces modulateurs-là, le traitement de cette maladie consistait à, si on peut dire, un traitement symptomatique, c'est-à-dire puisqu'il y a du mucus qui est bloqué au niveau des bronches, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de libérer ces bronches-là. Donc on fait de la kinésie respiratoire, on essaye de traiter les infections par des antibiotiques, on essaye de vacciner ces patients-là. Il y a un problème digestif, donc les aliments ne sont pas, les nutriments ne sont pas absorbés. Donc on essaye de donner des enzymes pour faciliter la digestion. De donner un apport calorique qui est important. C'est tout un processus. C'est ça la difficulté de la prise en charge de la mucoviscidose. Elle nécessite une prise en charge multidisciplinaire, avec une prise en charge nutritionnelle, psychologique, une activité physique régulière. Avec ces éléments-là, on a pu augmenter un petit peu l'espérance de vie aux environs de 30 ans, 40 ans. Mais ce qui a bouleversé les choses, c'est l'avènement de ces molécules-là. Ces molécules-là permettent de corriger directement l'anomalie génétique, de réparer l'anomalie génétique. Et donc, vous comprenez que tout le mécanisme va changer de cette maladie-là. Et donc, on aura un rallongement de l'espérance de vie et une très grande amélioration de la qualité de vie. Si on prend l'exemple du CHU d'Oran, est-ce qu'il dispose suffisamment de modulateurs CFTR? Les modulateurs CFTR ne sont pas encore disponibles en Algérie. C'est un traitement qui est très coûteux. Pour que ce traitement-là soit disponible en Algérie, et c'est tout l'intérêt de ces émissions-là, il faut que d'abord la maladie soit diagnostiquée. Il faut qu'il y ait des centres de référence pour le diagnostic de cette maladie-là. Parce que cette maladie, elle peut avoir des formes sévères qui sont facilement diagnostiquées, comme elle peut avoir des formes modérées qui sont diagnostiquées tardivement. Donc, quand on a un centre de référence, le diagnostic, il se fait facilement. Et l'intérêt du centre de référence, c'est quand on diagnostique les maladies, on va créer un registre, ce qu'on appelle un registre national de déclaration. Donc, on aura des chiffres exacts. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de chiffres exacts combien de malades mucoviscidoses existent réellement en Algérie. Exactement. Quand on a des chiffres exacts, on peut développer le chapitre moyen diagnostic et thérapeutique. Et on peut ramener des médicaments pour ces patients-là. Étant donné que justement ces modulateurs pour le moment ne sont pas encore disponibles en Algérie, quelles sont les alternatives vers lesquelles vous vous tournez pour prendre en charge ces patients-là? Les alternatives, on essaye d'améliorer la qualité de vie des moyens les plus possibles. C'est une prise en charge qui est difficile parce qu'elle doit être quotidienne. C'est-à-dire on traite le patient doit avoir un protocole quotidien qui consiste à une kinésithérapie quotidienne pour libérer le poumon, pour drainer le poumon, une vaccination parce que c'est des patients qui peuvent faire des infections graves, donc ils doivent être vaccinés. Exactement. On doit traiter toutes les infections par des antibiotiques, par voie orale, par aérosol. On doit fluidifier les sécrétions avec des fluidifiants bronchiques. Comme j'ai dit, on doit prendre en charge l'état nutritionnel du patient. C'est un patient qui ne peut pas absorber les nutriments qu'il ingère, donc on doit donner des enzymes
pancréatiques, c'est comme des médicaments aussi pour faciliter l'absorption de ces médicaments. Donc c'est ce qui peut être fait actuellement en attendant l'arrivée des modulateurs. Pour revenir justement aux modulateurs, est-ce qu'ils ont le même effet chez l'ensemble des patients? Il y a des comme c'est une maladie génétique, il y a même pour le diagnostic de cette maladie, j'ai parlé du test de la sueur, il y a aussi des analyses génétiques qui doivent être faites. Donc dans les anomalies génétiques, il y a plusieurs types de mutations. Mais on va dire que ce médicament-là, il va traiter une sorte de mutation qui est la plus fréquente, qui est présente chez 80% des patients. Donc quand même c'est dominant comme c'est dominant sur le terrain, donc il va permettre de traiter, on va dire, 80% des patients. La recherche est encore en progression dans ce domaine-là. Justement, j'aimerais parler avec vous par rapport à la recherche. Est-ce que l'espoir d'une thérapie génique fonctionnelle est-il réalisable à moyen terme? Oui, c'est ce qui est en cours actuellement, parce que j'ai dit que c'est une maladie chronique. Même les modulateurs, qu'est-ce qu'ils permettent les modulateurs? Ils me permettent de réparer ces anomalies-là, mais pas à 100%. C'est-à-dire on va vivre avec cette maladie-là et on va améliorer l'espérance de vie et améliorer la qualité de vie. Par contre, la thérapie génique, qu'est-ce qu'elle va permettre? Elle va permettre de couper tout simplement le gène responsable, la partie du gène qui a muté, qui est responsable de cette maladie-là. Et là, on peut parler d'une guérison totale. C'est comme une suppression du gène qui est responsable. Donc, mais c'est pas encore, c'est en cours de recherche. Ah, c'est en cours de recherche. Oui. C'est un espoir. Donc c'est par la voie de la chirurgie. C'est pas là, c'est des trucs génétiques. Donc c'est en cours de recherche, mais ça ramène un espoir, un grand espoir pour ces malades-là, de guérison définitive. Très bien. Donc, en attendant, est-ce qu'on peut dire clairement que le système de santé en Algérie est préparé pour une prise en charge multidisciplinaire en attendant l'arrivée des modulateurs CFTR? Oui, il faut juste la création de centres de référence pour que les patients ne... Parce que c'est pas une maladie qui touche un seul organe. C'est une maladie qui touche de nombreux organes. Dans les plus importants, c'est le tube digestif et le poumon. Donc c'est important d'avoir un centre de référence qui relie tous ces spécialistes-là pour faire le diagnostic et la prise en charge de ces maladies. Donc il y a des travaux qui ont été faits en Algérie, mais c'est des travaux qui restent isolés. À l'hôpital Canacel, il y avait aussi un travail fait pour les enfants, pour le dépistage, le diagnostic et tout par les pédiatres, à Alger aussi, mais il faut réunir tous ces efforts-là pour créer des centres référents. C'est ça la première étape. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, nous n'avons pas un chiffre exact du nombre de patients. C'est la première étape. Quand on a un chiffre sur cette maladie, on peut savoir comprendre la situation exacte et ça peut pousser les autorités à faire encore plus d'efforts dans ce domaine. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un traitement lourd et quotidien que doivent subir les patients. Est-ce qu'à la longue, ce traitement-là n'influe pas leur santé mentale ou même leur vie sociale et professionnelle? Exactement, ça influe et ça n'influe pas que sur le patient, même pour son entourage. C'est épuisant. Et c'est lourd. Son entourage doit l'accompagner. Oui, il doit l'accompagner et c'est quelque chose qui doit se faire tous les jours. Et même avec le temps, le traitement des infections, il devient de plus en plus difficile parce que c'est des patients qui prennent beaucoup d'antibiotiques, qui sont sujets à faire des résistances à des antibiotiques. Il faut que les antibiotiques aussi soient disponibles. Donc c'est très compliqué comme prise en charge. Oui. Et par rapport aux patients qui ont une vie professionnelle, est-ce qu'ils doivent obligatoirement être assistés, même dans leur environnement professionnel, ou est-ce qu'ils peuvent mener une vie quotidienne normale? Ça dépend des formes. Travailler comme tout le monde. Ça dépend des formes. Ça dépend. Il y a des formes, comme j'ai dit, il y a des formes qui sont modérées, légères. Il y a des formes qui sont sévères. Il y a des formes sur le plan respiratoire qui évoluent vers l'insuffisance respiratoire. C'est des patients qui ont besoin de l'oxygène parce qu'ils ont fait tellement d'infections que leur poumon est complètement détruit. Donc, vous imaginez la difficulté des choses. Oui, quand même. Alors, j'aimerais profiter de l'occasion, étant donné que vous êtes présente avec nous aujourd'hui, pour sensibiliser nos chers téléspectateurs par rapport à l'importance du dépistage précoce pour éviter le pire et éviter que ce type de maladie s'aggrave davantage. Exactement, c'est une maladie qui est lourde, c'est une maladie qui est chronique, mais si on arrive à la diagnostiquer tôt, on peut améliorer la prise en charge de cette maladie et améliorer l'espérance de vie de cette maladie. Donc les parents qui ont des enfants qui ont des infections à répétition, qui ont des enfants qui ont un problème de croissance, qui ont des enfants, je reviens à ce signe-là, qui ont une peau qui est un peu salée par rapport aux autres, il faut qu'ils consultent un médecin, il faut qu'ils voient un pédiatre ou un pneumologue ou pour
pouvoir poser le diagnostic de cette maladie-là et commencer tôt la prise en charge. Oui. Justement, par rapport à une question qui me vient à l'esprit par rapport à l'Association nationale des patients atteints de mucoviscidose, est-ce qu'elle prend en charge plus ou moins certains types de traitements qui peuvent s'avérer coûteux pour certaines familles? Non, peut-être, mais pas de façon officielle. C'est-à-dire, l'idéal serait que les autorités ramènent ce médicament. C'est Oui. des médicaments qui sont très très chers, Justement. qui sont très Oui. coûteux. Oui. Et ces médicaments que le patient doit prendre à vie. Oui. C'est pas une cure de quelques mois. Effectivement. Donc, une fois le patient commence le traitement, ça ne sert à rien qu'il le prenne pendant une année ou deux. Il faut qu'il le prenne tout le temps. Constamment, Donc, oui. voilà. Donc, Oui. il faut qu'il le prenne. Et c'est des médicaments qui sont tout le temps disponibles en Algérie? Par rapport à la disponibilité maintenant, pas par rapport au prix. Non, ils ne sont pas encore disponibles. Ah, ils ne sont même pas disponibles, Non, donc ils ils doivent sont les pas- ramener de Voilà. l'étranger. C'est pour ça Ouais. que j'ai parlé d'un registre national. Dans tous les pays, ces Oui. médicaments sont pris en charge par l'État. Donc, parce qu'ils coûtent très cher et parce que c'est une maladie chronique et génétique. Donc toute la difficulté ici, c'est qu'il faut qu'il y ait un registre national de déclaration pour qu'il y ait des chiffres en Algérie pour pouvoir agir dans ce sens-là. Il faut que les autorités ramènent ce médicament en Algérie pour que les patients en bénéficient. Oui. Est-ce que l'Association nationale des patients atteints de mucoviscidose s'approche des établissements publics ou des établissements de santé pour plus ou moins collaborer avec eux pour justement adapter un registre national et avoir une base de données fiable? Ils font des efforts, mais c'est aux professionnels de santé aussi de lancer des appels. Parce que c'est une maladie, le problème de cette maladie, c'est qu'elle n'est pas uniquement méconnue du grand public, mais même des professionnels de santé. Oui. C'est une maladie qui est sous-diagnostiquée, si vous voulez dire. Donc il faut former d'abord le professionnel de santé pour un diagnostic précoce de cette maladie et pour la sensibilisation aussi à cette maladie. Donc nous, en tant que professionnels de santé, on est aussi incriminés. Donc même les professionnels de santé doivent se mettre constamment à la page par rapport aux nouvelles Exactement. avancées Oui. scientifiques, Oui, etc. oui, oui. Ouais. Merci beaucoup à vous, docteur Amel Hayat, c'était très très intéressant. Merci à vous. C'est un sujet très méconnu, mais je tenais absolument à le programmer pour en parler avec vous et le faire connaître à nos chers téléspectateurs qui, on ne l'espère pas, mais qui au pire peuvent avoir des enfants qui présentent ces symptômes-là. Merci à vous. J'espère qu'on aura l'occasion de vous voir pour d'autres thématiques en Inch'Allah, rapport ce avec sera la avec santé. plaisir. Inch'Allah. Tout le plaisir sera pour nous, madame. Merci à vous. Et quant à nous, chers téléspectateurs, on continue avec notre troisième plateau. Mais avant, on vous emmène découvrir la première édition du Salon national de la qualité, de l'hygiène et de l'environnement, un sujet signé Selim Skandar. Et on se retrouve juste après. C'est un rendez-vous incontournable pour les professionnels de la qualité, de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement. Le salon QHCE d'Oran a ouvert ses portes du 5 au 7 mai, réunissant cette année une vingtaine d'entreprises venues exposer leurs solutions et innovations. Actuellement, on propose des prestations qui sont 100% algériennes parce que notre produit est une prestation. Donc on propose des prestations avec une équipe 100% algérienne. Donc on essaie, Inch'Allah, à l'avenir d'avoir plus de technologie. Donc on essaie le maximum d'avoir un transfert technologique des partenaires. Donc nous sommes actuellement conventionnés avec des partenaires étrangers, voire c'est des Européens. Donc on essaie le maximum d'avoir un certain transfert technologique afin d'intégrer des installations. Donc ici en Algérie, Inch'Allah. Nous sommes ici, nous représentons 3 sociétés qui est Génie Hydraulique. Il y a aussi une deuxième société qui participe aussi, c'est Hydro-Industrie. Nous activons dans la fourniture des tubes, la robinetterie industrielle. Et notre filiale, notre société, nous sommes spécialistes dans la protection incendie, dans les moyens de lutte. Un espace d'échange, de formation et de sensibilisation où les enjeux de prévention des risques et de développement durable sont au cœur des débats. Nous sommes là pour faire connaître nos solutions. Nous avons des solutions innovantes en matière de lutte anti-incendie, l'assemblage rainuré. On va montrer notre engagement pour le système de management intégré de la qualité et de l'environnement et de l'environnement. Donc notre objectif est de montrer notre engagement
notre adhésion à la politique du groupe en termes d'environnement, de santé et sécurité et rentrer en contact avec les exposants et les sociétés innovantes et les sociétés et les startups pour découvrir et être au diapason de toutes les innovations et les solutions qu'on peut intégrer pour nous dans ces domaines. Le salon se veut un carrefour d'idées et de solutions concrètes pour un avenir plus sûr et plus respectueux de l'environnement. Un événement qui reflète la volonté croissante du lien économique algérien de s'adapter aux normes internationales et de répondre aux défis globaux du XXIe siècle. Répondre aux défis globaux du XXIe siècle. Effectivement, merci beaucoup Selim Skandar pour ce sujet très intéressant. Et on reste toujours dans la même thématique de l'innovation avec le sujet du jour, une fierté pour la wilaya d'Oran, un jeune porteur de projet qui a notamment réalisé et créé une application qui a à l'heure actuelle plus de 70 000 téléchargements avec une note de 4,7 sur 5, des chiffres très encourageants et on va en parler plus en détail et c'est avec monsieur Nabil Chebah. Nabil, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous aujourd'hui. Merci pour cette invitation. Tout le plaisir est pour nous. Alors Nabil, vous êtes le créateur de l'application Réussir le bac, oui. C'est ça, je ne me trompe pas? Oui, c'est ça. Alors, bon, déjà, félicitations pour le nombre de téléchargements et le succès que rencontre cette application et l'engouement du public. Merci. Alors maintenant, j'aimerais parler avec vous sur comment vous est venue l'idée de créer justement cette application avant de la présenter. Alors, j'étais en pleine finalisation de mon doctorat. Donc, j'ai un doctorat en intelligence artificielle. Et durant une période où j'attendais de finaliser, de soutenir, donc j'ai commencé l'idée, c'était la période de Covid. Oui. Et donc, il y avait beaucoup de temps. Oui, vous avez beaucoup de temps libre. Voilà. Oui. Et donc, je voulais en même temps réviser ce que j'ai appris au baccalauréat. Et en même temps, j'aimais bien dans mon enfance l'émission qui veut gagner des millions. Ah oui. Et donc, d'accord. Et en même temps, j'ai appris à faire des applications. Et donc, j'ai jumelé tous ces trois points. Et trois passions. Voilà. Exactement. Et ça a donné... Ça a donné une application. Oui, oui. Alors maintenant, comment on pourrait présenter l'application au grand public aujourd'hui? Réussir le bac. Oui. Alors l'application, c'est une application éducative. Donc elle est destinée pour le moment qu'aux bacheliers. Oui. Mais on espère que prochainement, ça va être beaucoup plus pour tous les niveaux scolaires. Oui. Et donc voilà, c'est un QCM. Elle est basée sur un apprentissage ludique et interactif, 100% que du QCM. D'accord. Donc l'application intègre aussi des avancées technologiques importantes donc, dans le domaine des applications mobiles. Oui. Donc par exemple, elle inclut des fonctionnalités des modes multi-utilisateurs. Comment on pourrait expliquer ça? Donc les élèves peuvent se défier mutuellement. Donc voilà. Ils peuvent faire des challenges. Oui. Ah, ça c'est très intéressant. Ça c'est très apprécié par les élèves. Oui. Donc ça pousse à un travail collaboratif. Exactement. C'est très motivant. Oui. C'est bien de créer justement cet esprit de challenge entre les élèves. Comme ça pourrait même booster leur envie de faire mieux et de se surpasser. Oui. Alors, un point qui m'a intéressé et que vous avez abordé, vous avez dit que pour le moment, elle est destinée aux bacheliers, mais vous n'omettez pas l'hypothèse d'élargir l'application à d'autres cursus, notamment même universitaires. Mais dans ce cas-là, vous allez devoir changer le nom de l'application. Oui, c'est exact. Parce que quand même, ça s'appelle Réussir le bac. Oui, c'est vrai. Alors, donc, il y a un projet de titre en tête Oui, on pense soit à mettre plusieurs applications. D'accord. C'est-à-dire réussir le BEM, réussir le BEP, etc. Des niveaux. Voilà. Oui. Ou laisser une seule application et ça fera augmenter le nombre de téléchargements. Tout à fait. Et mon note aussi. Alors maintenant, par rapport à la fiabilité
et la conformité des contenus. Comme vous avez dit, c'est un programme QCM, mais comment vous l'élaborez? Est-ce que vous faites appel à des professeurs universitaires ou est-ce que c'est en ayant recours à de l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est une application intelligente ou est-ce que les réponses sont prédéfinies par des enseignants et des professeurs? Alors le contenu, on a 5000 QCM en ce moment. Donc le contenu est fait en conformité avec le programme de l'éducation nationale algérien et les questions sont validées par les professeurs donc, au lycée. Voilà, nous avons été félicités par le ministère de l'Éducation pour notre sérieux l'année passée via l'INRE, donc le Centre national de recherche en éducation, ainsi que par d'autres institutions comme l'Université de Lusto. Ah, très bien, très bien. Vous faites une question qui me vient à l'esprit, parce qu'il y a un point qui m'a frappé, c'est de voir un tel engouement pour cette application. Comme on l'a dit juste avant, c'est quand même une application qui a plus de 70 000 téléchargements, avec une excellente note 4,7 sur 5. En tant que créateur de cette application, à quel facteur vous attribuez le succès de votre travail et qu'est-ce qui fait son originalité par rapport à d'autres applications qui existent aussi et qui proposent ce contenu? Quelle est l'originalité du vôtre? Comme j'ai dit avant, l'application repose sur l'interactivité et vous avez créé ce channel. C'est un apprentissage ludique et personnalisable, c'est-à-dire que l'élève peut aller n'importe où, n'importe à quel moment, réviser à son aise. Tout à fait. Oui. Donc il teste son niveau, donc l'application est destinée d'ailleurs à tester le niveau et à consolider les connaissances déjà apprises. Très bien. Alors maintenant, j'aimerais parler d'une catégorie d'élèves, des élèves un peu en difficulté ou qui ont un problème, des troubles de l'apprentissage ou des troubles de la concentration. Est-ce qu'au niveau de l'application, vous avez prévu un compartiment, on va dire, pour cette catégorie-là, avec un programme adapté pour eux et des QCM adaptés pour eux? Oui. Alors, l'application, elle est basée sur un principe fondamental qui est l'apprentissage par l'erreur. Ce principe, on le trouve d'ailleurs dans le fonctionnement de l'intelligence artificielle. Donc, dans l'application, elle inclut ce type de principe, donc où on veut que l'élève apprenne des erreurs qu'il fait. Donc, on a inclus un système de répétition intelligente. Ah d'accord, d'accord, pour le conditionner, voilà. Pour justement qu'il arrive à mémoriser au fur et à mesure. Très bien. Alors Nabil, maintenant je vais proposer à nos chers téléspectateurs des images, des captures de votre application pour nous expliquer comment fonctionne cette application pour nos chers téléspectateurs. Allons-y. Donc ici il y a trois modes. Donc le mode solo, donc il peut réviser seul ou en duel ou en défi. Donc où le mode duel, il peut réviser avec ses amis qu'ils acceptent comme amis. Ou même à distance. À distance, en temps réel. Très bien. Il peut aussi discuter avec pour réviser ensemble et discuter des erreurs et des cours. D'accord. Là on voit quand même une note attribuée par rapport au QCM, c'est ça? Sur 20? Oui. Ah, d'accord. Donc il y a même une évaluation à la fin, etc. D'accord, ça c'est très intéressant. Est-ce que la carte qu'on voit, c'est la présence, c'est les pays où est présente votre application? Non, ça c'est une question de géographie. Ah d'accord. Où on demande que représente le groupe de pays qu'on voit en vert. D'accord, d'accord. Et là, c'est le G7 ou le groupe de pays de l'ONU. D'accord, parfait. Là, c'est un modèle de question. Oui, donc voilà, ça s'affiche. Donc ça va, quand même, on remarque que l'utilisation est assez simple. Oui, elle est simple. Tout le monde peut le faire. Oui. Donc, parce que certains, généralement, ils disent oui, je me perds, je ne sais pas comment faire, il y a trop d'informations. Alors là, c'est bon, vous avez 3 cases à choisir, solo, duel. Voilà. Nous avons mis l'effort sur l'expérience utilisateur. Donc, on voulait que ça soit très fluide. Oui, exactement. Et maintenant,
lorsque j'ai parlé avec vous au téléphone, j'avais abordé la question de l'intelligence artificielle. Est-ce que, d'une manière ou d'une autre, vous faites recours à l'intelligence artificielle pour le bon fonctionnement ou même pour l'adapter aux nouvelles avancées scientifiques, par exemple? Oui. Alors, l'intelligence artificielle, donc l'intégration de l'IA, elle est en cours de développement en ce moment dans l'application. Donc ça va être un prof virtuel qui explique pourquoi l'élève a fait l'erreur quand il fait un choix. Donc s'il fait une erreur, elle va lui expliquer pourquoi il a fait une erreur. Et ce prof peut interagir avec l'élève. Donc l'élève peut demander plus de détails sur... Donc c'est une forme d'avatar. Voilà. Mais pour le moment, on se limite aux 3 matières qui sont mathématiques, physique et sciences. Les matières principales. Voilà. Vous travaillez seul? Non. Donc vous êtes une équipe? Une équipe. C'est moi le principal. Vous êtes l'instigateur du projet. Voilà. Alors, chose que j'aime beaucoup dans ce projet-là, c'est que le fait qu'il va là où sont aujourd'hui le maximum de jeunes. Parce que là où aujourd'hui tout le monde est sur son smartphone, etc., on s'éloigne des outils traditionnels, on va dire, vous êtes allé à ce niveau-là pour leur proposer un programme purement éducatif. Que répondez-vous aujourd'hui aux personnes qui disent que justement non, les écrans c'est pas bien, les écrans ça nuit à la concentration, ça nuit à l'éducation, etc. aujourd'hui? Alors tout dépend de l'usage. Moi personnellement, je trouve que les téléphones et les ordinateurs, etc., peuvent être une source d'informations très enrichissante, qui peut beaucoup nous aider dans notre vie quotidienne. Et voilà, donc l'application elle-même ne propose pas de publicité ni de distraction, donc elle est 100% destinée donc il n'y a pas les pop-up, etc. Voilà, oui. Depuis la création de l'application jusqu'à présent, avez-vous des données fiables ou dans lesquelles vous pouvez mesurer l'impact qu'a eu cette application sur justement les bacheliers tout au long de ces années, pour mesurer son succès? Alors comme vous l'avez mentionné, on a plus de 70 000 téléchargements avec une note de 4,7 sur 5 pour près de 800 avis. Donc, la plupart des bacheliers nous disent qu'ils ont trouvé l'application, qu'elle était très utile pour eux, pour apprendre et pour réviser. Donc, certaines même nous disent qu'ils ont appris toutes les notions d'histoire avec l'application. D'accord, d'accord, ça c'est très intéressant. Tout à l'heure, vous avez dit que justement vous évitez toute forme de distraction pour les élèves qui se connectent au niveau de l'application en évitant toute forme de publicité, etc. Maintenant, j'aimerais revenir avec vous sur le modèle économique de cette application-là. Étant donné que vous ne proposez pas de publicité ou de pop-up, quel est votre modèle économique? Alors notre modèle économique repose uniquement sur la vente d'abonnements premium et non sur la publicité. D'accord. On a évité de mettre de la publicité, comme je vous ai dit, pour éviter la distraction. Tout à fait. Pour avoir une expérience utilisateur très fluide. Et sans distraction, sans publicité. Parce que ça gâche un peu. Exactement, oui. Ça fait sortir directement des études. Et quels sont les avantages de l'abonnement premium? Qu'est-ce qu'il contient de plus par rapport à un abonnement standard? Alors, il y a un abonnement standard, premium, pour tester l'application. Donc, chaque matière, il y a 10 questions à tester. D'accord. Et les questions de sciences islamiques sont gratuites. D'accord. Et sinon, si l'élève voudra accéder à toutes les questions qui dépassent les 5 000, donc il doit payer un abonnement annuel de 500 dinars. C'est littéralement un abonnement symbolique. Voilà, abordable. C'est très abordable. Et maintenant, pour revenir à l'application, est-ce que l'application est présente dans les 2 formats, Android et iOS? Elle est actuellement que sur Android. Mais
l'année passée, elle était sur iOS. Et cette année, on va encore développer pour la mettre sur iOS. Très bien, très bien. Maintenant, j'ai une question à vous poser par rapport au long terme. Pensez-vous que justement ce type d'application éducative aujourd'hui pourrait en quelque sorte remplacer les cours traditionnels? Alors, l'application ne peut remplacer les cours traditionnels. Donc, l'application, elle est là pour aider les élèves et non... C'est complémentaire. Oui, c'est complémentaire. Elle est ici pour consolider les connaissances apprises en classe et pour aussi tester le niveau de l'élève avant le bac, avant les examens en général. Exactement. Donc, il voit s'il y a des points à améliorer. Oui, mais les cours traditionnels restent, Voilà, restent une obligation. C'est une obligation. Oui. Mais quand on voit par exemple le contexte, comme on voit par exemple certaines réformes qui sont introduites chaque année au niveau du secteur de l'éducation nationale, est-ce que votre application évolue-t-elle aussi avec ces réformes-là pour les adapter et pour qu'elles restent toujours au goût du jour et mises à jour? Donc est-ce que vous suivez aussi l'actualité de tout ce qui se passe dans le secteur de l'éducation? Puis comme on est incubé chez l'INRE, donc oui. on reste très proche du milieu éducatif. Oui. Donc chaque fois qu'il y a une réforme ou un changement, donc on est Vous êtes informé? On est informé. Et c'est instantané, vous êtes instantanément informé? Oui, voilà, on est instantanément informé et on fait des mises à jour rapidement pour rester en conformité. Oui. Et par rapport aux cours, des fois il y a certains cours qui sont supprimés, voilà. Certains cours qui sont rajoutés. Oui. Donc vous êtes obligé de vous adapter à chaque fois pour qu'ils soient toujours à jour. Oui. Et on participe également à des événements de l'INRE régulièrement pour rester en lien avec ce secteur. Oui. Justement, en parlant de participation à des événements, etc., est-ce que vous avez exposé dans certains salons pour faire connaître davantage cette application, peut-être à d'autres personnes issues de wilaya un peu éloignées et qui pourraient véritablement en profiter? Oui. Notamment comme le salon Khotoua, nous avons eu le plaisir de recevoir l'organisateur du salon la semaine dernière, par exemple. L'année passée, j'ai été invité à participer au salon de l'EducTech à Alger. Et malheureusement, enfin pas malheureusement, j'étais en voyage en Corée du Sud. C'est l'initiative du monsieur le président Abdelmajid Tebboune. Ça a été bien organisé. Oui. Donc ça a été organisé par Algeria Venture. Et donc je ne pouvais pas aller dans deux événements. Oui. Mais justement, là vous avez abordé un sujet très très important, notamment votre participation en Corée du Sud. C'était dans le cadre de la promotion justement de l'application et pour la faire découvrir. Quelle a été la réception du public sud-coréen par rapport à cette application-là? Alors nous sommes allés en voyage organisé, donc c'était un Learning Expedition. Très bien. Donc on est parti en groupe de 30, donc on était tout était des startups qui réussissaient en Algérie. Oui. Et donc, la Corée du Sud, on est parti, c'était une ville ouverte, donc, où on... Notamment la technologie. Voilà. Oui. Donc on apprenait, en marchant, on apprenait des tas de choses. On voyait une vraie cité technologique. Oui, quand même. Alors maintenant, une dernière question avant de finir, Nabil. Quelle est votre ambition à long terme pour cette application-là? Alors, notre objectif est de devenir le leader incontesté en... C'est déjà bien parti, je pense. Oui. Oui. Je vous laisse continuer. En termes dans le domaine des applications mobiles en Algérie. Oui. Donc, l'objectif maintenant est d'ajouter d'autres niveaux de scolarité et d'intégrer plus d'outils d'IA. Et automatiquement drainer le maximum de jeunes. Voilà. Oui. Pour aider, avec l'objectif d'aider les élèves dans leur réussite.
En tout cas, on espère que cette application devienne un incontournable des smartphones. On la trouve dans chaque smartphone, comme les plus grands réseaux sociaux, par exemple. On vous souhaite plein succès, Nabil Chebbah. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir présenté votre magnifique projet. Ça, c'est quand même une fierté pour la wilaya d'Oran. Et c'est un projet oranais, ça nous fait plaisir. Et j'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir pour d'autres magnifiques initiatives comme celle-là, Inch'Allah. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour toute nous. l'équipe Canal Algérie. Tout le plaisir est pour nous. Tout le plaisir est pour nous. Merci. Alors, chers téléspectateurs, on se lance dans la dernière ligne droite de l'émission, le film dont je vous ai parlé au tout début. Je vous laisse d'abord découvrir la bande-annonce et on se retrouve juste après pour en parler. كانت صعيبة في الأول صعيبة باش نفرض روحي على اللي يقولوا بصح جي با بيزي لي با اي جي لا شانس نشوف وليدي باشولي Les indigènes ما يخلوهمش يديروا ليكول بوليتكنيك. واش راك دير محفوظ؟ راك مع البيبي يا عمي صدق. فرحة عباس ولي اليوم يخدموا كيما حنايا دوكا. رانا سور لو ميم كومبا. نقدروا ميم نتحدوا سي غران نوفيل نو؟ L'homme qui réconcilie les indigènes avec la France. L'homme qui complote, oui. بعد على وليدي ما نعرفش نشوفوا معاكم. وليدك في حل وعنده القلب. نورمالمون طفل حبيب. في عندنا نبويكوتيه. علاش ما نجيبوش الماكسيموم تاع الغاشي باش يسبورتيوه؟ لو كان جيتي في بلاصتي واش ديري؟ انا ما يقدرش يحاوزني. بابا كيضل يشيء تلقاو. كيفاه؟ Manifeste تاعو une provocation dangereuse اللي قادرة تعلقنا كامل. La France montre à nouveau au monde ce qu'est une grande nation. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un gouvernement aveugle devant la montée en puissance des musulmans? L'histoire a toujours été ponctuée de moments charnières. Les مصير الشعوب يقدر يتبدل radicalement. انا في رايي نديروا لا مارش بالحبيس رايصه. Cette demande est une provocation de plus. L'époque de l'assimilation خلصت. عباد رايحين كافي pour la naissance d'une nation algérienne. Les Indiens ont foutu la pagaille à cette île. Il y a des morts. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les tuer, c'est ça? C'est eux ou nous, Bertrand. Eux ou nous. Bogdan, dehors la chasse aux arabes fait rage. Avec une violence tu peux pas imaginer. Ça va être un massacre. Ils veulent tous nous exterminer. Si vous voulez survivre, fuyez! Fuyez! نهار الغدوة لما جيت شفت فاميلتكم جمعوا خرجوا من البيت. Eh oui, c'est le film Héliopolis de Jafar Gassem, un film dont la première télévisuelle aura lieu demain, 8 mai, à 21h, au niveau de l'ensemble des 9 chaînes de l'établissement public de télévision. Pour en parler un peu du film, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Nabil Wouagouag. Nabil, bonjour Elias, je vous remercie pour cette invitation. Tout le plaisir est pour nous. Tout le plaisir. Parler de cette pépite, c'est un merveilleux film qui me tient à cœur. Vraiment. Oui. Alors Nabil, bon déjà, avant de se lancer dans le film, nous avons déjà eu le plaisir de vous recevoir. Ça date déjà, c'est de 2021. Exactement. Quand même, ça ne rajeunit pas. Exactement. et c'était bon, un film qui n'avait rien à voir avec celui-là. C'était un film très particulier, Eraserhead de David Lynch. Exactement. Alors aujourd'hui, on va parler d'un film assez particulier, un film hautement symbolique, parce que quand même, c'est un film qui parle d'un sujet assez sensible, à savoir les massacres du 8 mai 1945. Alors, avant de commencer Nabil, comment on pourrait résumer ce film avant de se lancer dans les aspects techniques? C'est vraiment l'horreur de la famille algérienne dans les années 40 jusqu'à les juin 1945, oui. De l'occupation française et les résultats des tensions qui montaient. Oui. Et les sentiments nationalistes qui montaient dans les Algériens. Oui. C'est vraiment... ça peine à vraiment montrer à quel point la France était horrible. Oui. C'était vraiment ils vivaient des actes terroristes au quotidien. Oui.
Donc pour moi, c'est un film fictif, certes, c'est une fiction, c'est romantisé vraiment. On voit surtout la famille du film qui souffre. Mais c'est bien aussi d'avoir choisi le point de vue de l'individuel. Exactement. Parce que quand même, on suit un personnage qui est plus ou moins brillant dans ses études, mais qui n'arrive tout de même à ne pas être accepté dans une université. Voilà. Parce qu'il est... parce qu'il est indigène. Oui, exactement. Parce qu'il est algérien et taxé d'arabe. Exactement. Donc on voit quand même que bien avant ce qui s'est passé durant les événements du 8 mai, on voit qu'il y avait quand même un sérieux problème, notamment de stigmatisation et même, voire même de ségrégation raciale. Il n'était même pas traité d'arabe, il était traité d'indigène. Oui. Il n'avait même pas de nationalité, ni de genre, ni de absolument aucune identité. Oui. Il était vide. Ouais. Une coquille vide pour les Français, alors que c'était un élève brillant, il a eu son bac. Et pourtant, il avait comme meilleur ami un Français. Exactement, oui. Mais ça n'avait aucun sens. Exactement. Un Arabe restait un Arabe. Tout à fait, tout à fait. Alors maintenant, j'aimerais revenir vers vous, Nabil, par rapport au scénario et notamment le traitement des personnages. Est-ce que selon vous, le film adopte un point de vue manichéen, ce qui veut dire il y a le bon contre le mauvais, ou est-ce qu'il est beaucoup plus nuancé dans son traitement des personnages? Le film, c'est l'épitome du manichéen. C'est vraiment, il y a le bon et le mal. Il n'y a pas le juste milieu. Il y a les acteurs, les personnages, que ce soit sont français, 100% pour la France, l'Algérie française, et des Arabes qui sont pour, bien sûr, comme le Gaïd, le père du père, donc le grand-père du personnage principal, qui est le symbole de l'Algérien docile, qui est le caïd, qui aide à gérer les indigènes et les laisser sous une selle assez forte. Donc voilà. Et aussi les Arabes qui étaient les Algériens qui étaient pro-révolution, pro-nationalistes, qui essayaient d'avoir un mouvement d'éduquer les masses. Tout à fait. Notamment à travers le sport. Exactement. Oui, parce que là, on voit quand même que le sport a eu, dans toute l'histoire de l'indépendance de l'Algérie, a toujours eu un rôle prépondérant. Et pas uniquement à travers le football. Parce que dans le film, on voit quand même que l'équitation joue un grand rôle dans la mobilisation de la communauté algérienne. Exactement. L'équitation, elle a toujours été un truc prolétaire pour l'Algérie. C'était vraiment un truc, chabi, avant tout. Donc, ils ont utilisé l'équitation qui était absolument merveilleuse. La scène de l'équitation, elle était vraiment... ça m'a donné de la chair de poule. Exactement, oui. J'ai vraiment aimé voir l'utilisation du cheval comme un symbole de victoire, vraiment. De lutte. Exactement, de lutte, vraiment. Même le cheval, sans bien sûr donner trop de détails, même le cheval, il a lutté pour gagner jusqu'à la dernière minute. Et c'est un symbole de liberté nationale et de libération nationale. Alors maintenant, Nabil, je reviens vers vous, toujours en ce qui concerne le scénario, étant donné que le scénario adopte... il parle quand même d'un fait historique, mais à travers la vie d'une famille. Est-ce que justement cet équilibre-là vous semble maîtrisé entre le drame familial et l'arrière-plan historique? Oui, parce que même dans la famille, il y avait un drame. Même dans la cellule familiale, il y avait un drame, parce qu'il y a le père conservateur, pro-français, pro-stabilité, pro-l'Algérie française, et un fils qui développe des sentiments assez nationalistes dès qu'il a eu son bac. Donc il a bien symbolisé la séparation de l'Algérie et de la France avec la séparation du père et du fils, malgré les familiarités, malgré l'histoire du père qui a été un protecteur, etc., etc. Mais il a complètement dépassé pour aller travailler dans un café pour se libérer de l'emprise de son père et de l'idéologie pro-française de son père. Totalement. D'ailleurs, à ce niveau-là, le film va en crescendo, menant justement aux fameux événements du 8 mai. Comment vous semble le rythme justement narratif du film justement en ce qui concerne cette montée-là vers l'horreur? La montée narrative et la montée, elle est sublimée par la montée de la musique dans le film. Oui. Absolument merveilleux, d'Armand Arnaud. Oui, d'ailleurs là-dessus vous me tendez une perche parce que quand même il faut le préciser, c'est quand même Armand Amar qui a été le compositeur de la musique du film. C'est quand même un immense compositeur et que d'ailleurs j'invite nos chers téléspectateurs à découvrir son travail hors Héliopolis parce que quand même il y a un magnifique film documentaire qui s'appelle Home et dont Armand Amar a composé la bande originale.
c'est magnifique. Absolument sublime. Et le documentaire n'aurait aucun impact sans cette musique, justement. Exactement. Et là, il renouvelle l'exploit. C'est la même chose avec le film, Oui. parce que l'utilisation de la musique pour faire monter vraiment la pression au niveau de la famille, au niveau de l'Algérie, au niveau de l'Guelma. Oui. Absolument incroyable. Oui. La musique, je trouve que la musique et les chants de blé de Guelma, je trouve que à cause de la musique, à cause de la mise en scène et la mise en scène photographique, ils sont devenus des personnages eux-mêmes. Oui, personnages dans le film eux-mêmes. Vraiment, il a été valorisé. Est-ce qu'on peut dire que la musique accentue l'horreur de certaines séquences? Absolument. Absolument. Notamment la fameuse séquence des manifestations. La musique, c'est le guide d'orchestre pour le les guide émotions. émotionnel. Exactement. Oui, oui. C'est un guide d'orchestre émotionnel pour vraiment transmettre le message. C'est comme les images. Oui, oui. C'est une façon de transmettre une émotion, transmettre un message au téléspectateur. Et qui est fait sublimement. Oui. Alors Nabil, vous avez abordé brièvement le sujet de la réalisation. Alors on précise que le réalisateur quand même vient du milieu de la télévision. Comment avez-vous perçu justement son passage vers le cinéma? Est-ce qu'il a gardé quand même certaines mimiques de mise en scène télévisuelle, ou est-ce qu'il s'est quand même affranchi de tout ce qu'il a appris au niveau de la télévision et a proposé quelque chose de complètement nouveau, complètement neuf, complètement frais pour le cinéma? Les deux en même temps. Je pense qu'il a fait quelque chose. Vous avez retrouvé un peu de télé? Oui, il a fait quelque chose de sublime avec les dialogues. Ils sont incroyables. Ils sont lents. Il a toujours été réputé pour être un bon dialoguiste d'ailleurs. Ouais, les dialogues, ils sont merveilleux, ils sont lents, ils sont bien ancrés dans la réalité, ils ont plein d'émotions, Vraiment, ils sont pile poil exactement là où il faut. La cadence, la façon de parler, même le jeu d'acteur, il est absolument incroyable. Oui. On dirait vraiment des gens de l'époque et pas des... Oui, notamment il y avait même certaines marques de cigarettes, sans les citer, qui n'existent plus d'ailleurs et qu'on remarque... c'est juste un détail, mais quand même ça rajoute beaucoup d'authenticité à l'œuvre. Alors maintenant j'aimerais rester justement de cet aspect de l'esthétique. Comment avez-vous évalué l'esthétique générale du film, que ce soit au niveau des décors, de la photographie, de la scénographie, des couleurs? On a parlé notamment aussi de la musique. C'était un voyage dans le temps. Littéralement. On dirait vraiment qu'on y est. Même les séquences d'horreur, bien que, comme l'a si bien dit Monsieur Kassem, que ce n'est pas un documentaire, c'est une fiction. Tout à fait, oui. Tout à fait. Mais sans que l'Algérie s'acharne sur son sort, il a montré l'horreur et des actes terroristes commis par la France en Algérie. Oui. Vraiment, subtilement, doucement, mais on les sent. On sent vraiment la haine et le sentiment anti-algérien que les colons avaient. Tout à fait. Alors, pour le mettre un peu le film dans son contexte, on précise qu'à sa sortie, le film a été sélectionné par l'Algérie pour la représenter aux Oscars. Donc quand même le film n'était pas uniquement destiné au public algérien, mais justement quand vous l'avez vu, quand vous l'avez découvert, est-ce que vous avez senti que le film s'adresse uniquement à un public algérien ou il avait une portée et une dimension totalement internationale? C'était un film anti-colonialisme. Pour qu'on ne romantise pas vraiment le colonialisme ni les actes du passé. Oui. Faut pas que le monde regarde ou les Français regardent ce qui s'est passé en Algérie comme quelque chose de comment je puis le dire, c'est pas un rêve, c'est pas quelque chose qu'on retourne en arrière pour apprécier ce qui s'est passé ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment, il a vraiment bien capturé l'horreur. C'est une œuvre engagée. Exactement. Oui. Exactement. C'est purement anticolonialiste. Oui. Alors bon, dans le cinéma algérien, les films de guerre, c'est pas ce qui manque. Il y en a une liste interminable. Notamment même en ce qui concerne le 8 mai 45, ce n'est pas le premier film, il y a un autre qui a été réalisé par le grand monsieur Hazorli de la station régionale de Constantine, qui s'appelle Douleur, qui lui aussi a traité de cette thématique. Mais Héliopolis a retenu les esprits par rapport à beaucoup d'autres. Pourquoi, selon vous, pourquoi justement ce film a marqué un tournant décisif dans la manière de traiter l'histoire coloniale en Algérie? Parce qu'avant de traiter des événements du 8 mai 45, il a mis le téléspectateur au centre de la famille.
Donc on ne regarde pas un documentaire ou délavé ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment, on a vécu avec eux. Oui, il a créé des humains surtout. Exactement. Pas des figures. Exactement. Oui, oui. C'est pas des figures historiques, etc. Oui, oui, ce n'est Mais pas... il a créé des personnages avec qui on peut... Avec des défauts aussi. Exactement, oui. exactement. Oui. Exactement. Donc c'est des personnages avec lesquels on peut facilement se reconnaître. Exactement. Il a humanisé la famille pour qu'on puisse se mettre à l'aise pour y vivre à côté d'eux. Donc, et pour montrer aussi que la révolution a été faite par des gens normaux, comme nous tous. Exactement. Ce n'étaient pas des prophètes, ce n'étaient pas des saints. Absolument. Oui. Absolument. Alors maintenant, pour conclure un peu ce plateau, Nabil, j'aimerais un peu qu'on parle du cinéma algérien en général. Parce que, étant donné qu'on parle d'un film qui a une portée et une dimension internationale, j'aimerais dire que Héliopolis n'est qu'un parmi énormément de magnifiques... Une mer. Oui, de magnifiques films algériens et qui malheureusement ne se sont pas trop exportés à l'international. Dites-nous un peu la filmographie algérienne, elle est absolument incroyable. Oui. Si quelqu'un veut commencer quelque part, il commence par la filmographie de Atman Aliouat. Oui. Absolument incroyable. Oui. C'est un pilier du cinéma algérien. Il a fait du Molière, il a fait du Shakespeare, mais il est incroyable. Oui. Donc si vous voulez commencer, c'est un bon pas pour commencer le cinéma algérien. Vous pouvez aussi regarder Z, le film qui a eu l'Oscar, donc délivré par Clint Eastwood. Oui. Il y a aussi plein d'autres titres qui sont vraiment incroyables à ne pas rater. Vous avez cité déjà le film Z qui est magnifique, qui est produit d'ailleurs par l'illustre Ahmed Rajdi. Un film brillant. C'est d'ailleurs un film, pour parler de celui-là, parce que vous l'avez cité, c'est quand même un film qui a été refusé par l'ensemble des pays. C'est un film qui était supposé se tourner en Grèce, et ça a été interdit. Après, le réalisateur, Costa Gavras, s'est exilé en France pour pouvoir le réaliser. Il n'a pas pu avoir le financement nécessaire, et c'était l'Algérie à l'époque qui avait accepté de le financer à presque 100%, c'est à 90%. Et c'était donc un film qui a existé grâce à l'Algérie, un magnifique film d'ailleurs. J'invite tous nos chers téléspectateurs à le découvrir. Mais s'il y a un film purement algérien, fait par un Algérien, et produit à 100% par l'Algérie, c'est Tahia Yedidou de Mohamed Zinat. Je ne l'ai pas vu. C'est un magnifique film, je vous conseille de le voir. C'est une virée poétique dans les rues d'Alger. Ce n'est pas un film qui a une structure narrative simple. On va suivre des situations. C'est beaucoup plus un enchaînement de situations, des fois drôles, des fois dramatiques, mais dont le réalisateur va plonger dedans tout son ressenti post-indépendance. Donc il y a cette satisfaction de vivre dans un état libre et indépendant, mais en même temps il y a les traumatismes de la guerre, etc. Tout est insufflé dans cette... Moi je m'attendais que vous mentionniez Amar Guetlatou peut-être. Amar Guetlatou, c'est le film populaire. Exactement. Oui, Amar Guetlatou, un film qui d'ailleurs, lui, par contre, il a bien cartonné à l'international avec des prix, même en Union soviétique d'ailleurs. Il avait même pris le Grand Prix de Moscou, un prix à Cannes, donc quand même c'est pas rien. Mais c'est le film, c'est vrai que c'est la porte d'entrée au cinéma algérien. Alors, une question là-dessus qui me vient. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les films récents, on va dire algériens récents, des fois il y a des films de très très grande qualité, mais qu'ils ne s'exportent pas aussi bien à l'étranger comme avant? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, est-ce qu'il faut repenser la manière de communiquer sur les films? Est-ce qu'il faut repenser la manière de promouvoir les films, de distribuer ces films? Parce qu'avant, on le rappelle, ces films-là, comme Amar Guetlatou ou comme Z par exemple, ils s'étaient produits et distribués par l'ONSIC, donc l'Office national du commerce et de l'industrie cinématographique, un organisme qui n'existe plus aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Vous avez la réponse. Il faut qu'on recommence et on redémarre l'Office national du cinéma. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un organisme qui est le CADC, donc le Centre algérien du développement du cinéma, mais qui est beaucoup plus axé sur la production, mais pas sur la distribution. Seulement, Héliopolis avait marqué un tournant dans la manière de communiquer, justement, parce que le réalisateur avait créé toute une page dans les réseaux sociaux, avec des nouvelles quotidiennes, etc. Donc ça faisait monter justement cet enthousiasme et cet engouement du public, ce qui fait en sorte que le film avait
aussi bien marché en salle. Est-ce que d'autres réalisateurs devraient aussi Absolument, oui. prendre comme exemple le cas Heliopolis? Utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir le film, pour le promouvoir au niveau national, au niveau international. C'est vraiment le premier pas, je pense, d'un réalisateur qui crée son film, qui le tient vraiment à cœur. Il faut vraiment qu'on le valorise sur les réseaux, que nous, bien sûr, les citoyens, l'aident à monter le film au niveau international et le valoriser au niveau national, bien sûr. Exactement. Dernière question, et brièvement, Nabil, maintenant je parle au cinéphile. Quel dernier mot voudriez-vous donner sur la beauté et l'importance de la préservation et de la conservation du cinéma algérien? Donc le cinéma algérien fait partie de notre identité. Parce que la majorité des films, c'est des films prolétaires, pro-révolution, pro-Algérie. Donc pour promouvoir ça véhicule les valeurs et les fondements de notre identité algérienne. Oui. Qui dit film algérien dit identité algérienne et il n'y a rien de mieux. Exactement. Et sur ces belles paroles, je vous dis merci beaucoup, Nabil Aboubouak, d'avoir été présent avec nous pour nous parler d'un film très important, un film qui d'ailleurs, vous pourrez le découvrir demain si vous voulez. Ça passera à 21h au niveau de l'ensemble des 9 chaînes de l'établissement public de télévision. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'au bout. C'est déjà la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Un grand merci à l'équipe technique ainsi qu'à l'équipe à la régie pour avoir assuré le bon déroulement de cette émission. Il ne me reste plus qu'à vous dire bonne journée. Prenez bien soin de vous et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au vieux port d'Alger, dans une usine, je bousille les mots à l'encre de Chine. Au vieux port d'Alger, dans une usine, je bousille les mots à l'encre de Chine. ندات الموجة وتكسلت، جازت حدانا وبردها قاسح، ما فهمناها كيف تهولت.